Aujourd'hui, le squad, j'ai le plaisir d'accueillir Julien du AJ Performance Training Club qui me fait le plaisir d'échanger avec moi. Préparateur physique dans la région de Lille, c'est surtout avec des footballeurs et footballeuses qu'il transmet son savoir au service de la performance. On va parler pliométrie et agilité, la vraie, donc reste bien jusqu'à la fin. Julien, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Comment vas-tu? Salut, très bien, très très bien. Merci de m'accueillir sur ce podcast. Très heureux de pouvoir échanger sur des sujets qui nous passionnent. Exactement. Je pense qu'on a une vision assez commune sur la santé et sur la performance, dont on va bien évidemment en parler tout au long de ce podcast. Julien, tout simplement, peux-tu te présenter en quelques mots à ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Donc, Julien Anthrope, j'ai 29 ans. Donc, comme tu l'as dit, je suis originaire de Lille et donc je suis préparateur physique depuis maintenant bientôt 3 ans. J'ai ouvert mon studio coaching depuis 1 an maintenant, dans lequel j'accueille mes sportifs donc pour développer au mieux leur performance. Je travaille aussi avec un club dans la région, mais on viendra peut-être plus tard dans le podcast pour en parler plus précisément. Ok, génial. Aussi loin que tu te souviennes, parle-nous de ta première expérience marquante avec le sport. Alors, le premier souvenir que j'ai avec le sport, ça remonte quand j'étais enfant, je devais avoir 5 ans, il me semble, 5 6 ans. C'était au foot. Donc, moi, je suis issu du football, hein, j'en ai pratiqué pendant longtemps, j'en pratique encore. Donc, à l'époque, donc, j'avais mon grand frère qui s'entraînait, donc qui jouait au LOSC. Moi, j'avais pas encore de club, mais j'allais le voir quasiment à tous les entraînements. Je l'accompagnais, j'étais avec mon ballon à côté du terrain. Et donc, le souvenir que j'ai, c'est que pendant que les plus grands s'entraînaient, parce qu'il a 4 ans de plus que moi, donc moi j'étais trop jeune pour jouer avec eux. Mais Mhm. j'avais mon ballon, je tapais à côté dans un mur, je m'entraînais à faire des tirs, à faire des frappes, comme on peut faire quand on est petit. Et donc, c'est une image qui m'a marqué, qui est restée. Par la suite, après, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner et faire du foot. Deuxième image qui est un peu liée à ça, c'est qu'au final, le terrain à l'époque, on n'avait pas les terrains synthétiques. Je te parle de quelque chose il y a plus de 20 ans maintenant, parce que j'en ai 29. Et donc, Exact. les terrains synthétiques n'existaient pas. Et c'était les terrains en schiste, tu sais. Donc, terrain rouge. En gore, ouais. Nous, on appelle Ouais, ça en ouais, gore, ouais. c'est ça, voilà. On appelle ça schiste, mais très, très compliqué à jouer dessus. Toutes les paires de chaussures que j'avais, tous les crampons que j'avais, noirs, blanches, peu importe, au fur et à mesure des semaines et des mois, devenaient toutes rouge bordeaux. Et ça, c'est un souvenir qui m'a marqué. C'était une petite anecdote assez sympa parce que les jeunes qui nous écoutent, enfin les jeunes, les plus jeunes, alors ça, c'est type, nous, on a connu plus tard. C'était Exactement. Ça a été une vraie évolution dans notre pratique, ouais. Ah ouais, tu parles d'un souvenir. Moi aussi, du coup, tu me fais remonter pas mal de souvenirs. Moi, mes premiers pas dans le football, c'est sur du gore, ouais. Et aujourd'hui, c'est inimaginable. Mais les chutes au niveau des genoux, des mains, etc., on s'en On s'en souvient. Il y souvient. a, il y a de sacrés- Ah il y oui, a de ouais, sacrés- exactement. Ça va donner beaucoup de souvenirs aux plus de 20 ans, je pense, ouais. Carrément, carrément. Mais ça fait partie, voilà, des souvenirs. Ça nous a pas empêché de jouer au foot, et malgré ça, donc c'était plutôt cool. Ouais, exactement. Je sais que tu t'occupes donc de différents types d'athlètes, que ce soit des professionnels, des amateurs. Je voudrais que tu nous parles, selon toi, quelle est la différence entre un athlète professionnel et ceux qui ne parviennent pas à percer dans le sport de haut niveau? Il y a bon, plusieurs facteurs, mais le premier, le facteur principal que je vais retenir pour cette différence entre un joueur qui atteint le haut niveau et un joueur qui perce pas, ça va être la différence entre le talent et le travail. Pour moi, c'est une très grande différence. Je m'explique sur ce point. Tu vas avoir des joueurs qui ont atteint le plus haut niveau, hein, qu'on connaît, qui ont réussi par leur talent, mais par un talent vraiment exceptionnel et hors du commun. Donc, même si ils ont un petit peu travaillé, je pense que c'était vraiment le talent qui a fait qu'ils aient pu réussir à atteindre le haut niveau. Ensuite, tu vas avoir des joueurs qui n'ont pas forcément de talent, mais qui vont travailler, s'acharner, être assidus aux entraînements, être à l'écoute du coach, mettre toutes les choses en place pour pouvoir réussir. Et avec un peu moins de talent que certains, au final, ils arrivent quand même à atteindre ce haut niveau dans le football ou autre. On prend le football vu que c'est notre sport de prédilection. Après, la différence que je fais également, c'est que tu vas avoir des joueurs qui n'ont pas forcément le talent, mais qui travaillent énormément, mais au final, qui n'arrivent quand même pas à passer le cap, à atteindre le haut niveau, parce que certes, le travail fait beaucoup de choses, mais tu as le talent quand même qui va rentrer en jeu, tu as la compréhension du jeu, tu as l'intelligence du jeu, le placement, la compréhension tactique, etc. Donc, pour moi, tu as vraiment deux facteurs. Donc, le mec qui va être super talentueux, qui va réussir à intégrer le haut niveau. Mhm. Le mec qui va avoir un peu moins de talent,
mais qui va quand même travailler et qui va réussir. Mais il y a aussi cette opportunité, enfin cette non-opportunité, ou plutôt que le mec, il a un petit peu de talent, il travaille comme un fou, il s'acharne, mais qui ne passe pas les paliers et il atteint son plafond. Donc, pour moi, la différence, elle est vraiment là. Ouais, les mecs qui sont super talentueux, les cracks comme les Mbappé, les mecs qu'on voit aujourd'hui, travaillent forcément parce qu'à un moment donné, tu es obligé de bosser. Mais tu as des mecs qui vont s'acharner, qui vont pas pouvoir passer le cap parce que voilà, ils ont atteint leur niveau. Et après, s'ils font une carrière, même que ce soit en national, même en Ligue 2, c'est quand même très très bien. Forcément, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Ouais. Ah ouais, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que bah, moi qui ai travaillé dans une académie, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait énormément de talents, mais ce qui faisait véritablement la différence, c'était le travail, en fait. Moi, le constat que je fais, c'est que les joueurs qui sont dans des académies, tous se voient en Ligue 1, tous se voient en Liga, en Bundesliga, etc., dans les plus grands championnats. Mais la vérité, c'est que la plupart d'entre eux vont finir en National 2, en National 3, voire même certains qui vont complètement arrêter le football. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut qu'ils prennent conscience, qu'à un moment donné, le talent, surtout dans un sport, on parle du football, c'est véritable aussi pour d'autres sports, mais qu'il y a énormément de concurrence. Et si à un moment donné, il n'y a pas ce travail nécessaire pour faire la différence, tu passes pas un cap. Et tu vois, même un mec comme Mbappé, il a un talent indéniable, mais sans son travail, peut-être qu'il serait un très bon joueur de Ligue 1, mais ça ne serait pas une superstar, un mec qui fait gagner des trophées, les plus grands trophées du monde. Donc, effectivement, il y a une base de talent. Et après, c'est le travail que tu vas mettre en place qui va te déplacer plus ou moins dans le curseur de cette catégorisation, on va dire, du sportif de haut niveau, d'amateur, etc. Tout à fait d'accord avec ça. De toute manière, moi, je pars du principe à arriver à un certain niveau de performance. Et la majorité ont tous du talent. Tu arrives à un certain niveau, les mecs ont Ouais, tous bien du sûr. talent. Si on prend un exemple de la Ligue 1, forcément, les mecs, ils ont tous un talent pour y arriver. Et ce qui va faire la différence, comme tu le dis si bien, c'est le travail. Il n'y a pas de secret là-dessus. Parce que moi, je le dis souvent aux jeunes joueurs que j'encadre, vous allez peut-être survoler les divisions quand vous êtes jeune. Vous survolez les divisions parce que vous êtes plus talentueux, etc. Vous passez en 15, 16, 17, peu importe la catégorie, vous allez arriver à un niveau où tout le monde a du talent. Mm. Les 11, les 11 joueurs de votre équipe ont du talent, les 11 adversaires ont du talent, le remplaçant il va avoir du talent. Et ce qui va faire la différence, c'est le mec qui va être travailleur, assidu aux entraînements, qui va faire le petit truc en plus qui va lui permettre de passer ce cap-là. Donc on en revient toujours à la même chose. Le travail, c'est qu'il y a de plus vrai, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a pas de secret. Non, mais tu as complètement raison de parler de ça. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui survolent techniquement, même parfois physiquement. Et donc après, il y a le retard qui va être comblé. Ton témoignage me fait penser à ce qu'on peut voir aussi à l'école, avec des gens qui survolent un peu le truc jusqu'en CM2, 6e, etc. Et puis en fait, après, le gap se fait, il n'y a plus de travail de leur part. Le gap est comblé. Et puis même ceux qui charbonnent davantage passent les étapes, tout simplement. Oui, on parle du sport en général, mais ça s'applique dans toutes les sphères de la vie, dans tous les domaines, que ce soit à Mm. l'école, au travail, peu importe. On a tous des aptitudes, on a tous des qualités, il faut les entretenir, et il faut continuer à travailler pour pouvoir se développer, tout simplement. Si tu as atteint un certain niveau, mais que tu te contentes de rester à ce niveau-là, tu as des mecs qui vont partir peut-être un peu plus bas, mais les mecs qui vont travailler, vont te rattraper et sûrement te dépasser. Donc, pour moi, ouais, le travail, peu importe la sphère dans laquelle on prend, hein, c'est essentiel, c'est primordial. Tu vois qu'aujourd'hui, il y a des jeunes athlètes qui sont dans des académies, dans des centres de formation, qui sont en avance par rapport, en tout cas d'un point de vue superficiel, on se dit qu'ils sont en avance par rapport à des athlètes qui sont dans leur club amateur. Et pour autant, certains dans les clubs amateurs vont réussir à percer plus tardivement, 18, 20, 22 ans, alors que d'autres qui étaient dans des centres de formation, comme je disais, vont finir dans des championnats amateurs, voire même arrêter le football, arrêter leur sport. Et je pense notamment à un joueur, je ne sais pas si tu as pu voir, Samuel Ntamak, qui était dans une division en N2 et qui a Oui, mis, je crois, 13 buts en 13 matchs. Annecy l'a signé récemment là, sur le mercato hivernal. Et ça montre que ce joueur-là, si je ne dis pas de bêtises, n'a pas fait de centre de formation. Et pour autant, aujourd'hui, il se retrouve en Ligue 2 à Annecy et j'espère qu'il fera toute la carrière qu'il mérite, quoi. bien sûr, c'est clair. C'est comme tu dis que les mecs qui sont en centre de formation, on ne va pas généraliser, mais tu en as
Beaucoup qui se disent, bon, je suis arrivé en centre de formation, je suis en club pro, mon chemin il est tracé, j'ai plus qu'à suivre les étapes et ça va arriver. Et on se rend compte que forcément non, parce que le Ouais. pourcentage de joueurs qui sont en centre de formation et qui passent en équipe professionnelle, finalement, il est très, très, très faible. Comme tu le dis, au final, ces joueurs-là qui se retrouvent dans des divisions inférieures, pour rebondir et trouver le haut niveau, parce qu'ils ne l'ont pas trouvé dans le monde pro, c'est Exactement. encore plus compliqué parce qu'au final, ils ont la déception d'avoir été sortis du monde professionnel, enfin du cursus professionnel dans les centres de formation. Donc, ils vont se retrouver un peu dans cette masse du monde amateur qu'ils n'ont pas forcément connu ou alors qu'ils ont connu en étant plus jeunes. Et au final, tu as des mecs qui connaissent le monde amateur parce qu'ils ont connu que ça, mais qui ont travaillé, qui ont charbonné dans ça. Et eux, finalement, qui sont sur une pente qui va être ascendante. R1, N3, N2, Ligue 2, on ne sait pas. Tu vas avoir les mecs qui sont sortis du monde pro, qui se retrouvent au même niveau, mais après, les cours peuvent s'inverser. Et comme tu l'as dit, il y a des mecs qui ont fait des centres de formation, mais qui ont arrêté le foot parce que ça n'a pas marché, parce qu'ils ont totalement arrêté. Alors Mhm. que d'autres amateurs, finalement, se retrouvent, on a connu des belles histoires avec des joueurs Exact. qui ont commencé amateurs, qui ont percé très tard, mais qui ont fini par percer. Certes, ils ne vont pas forcément atteindre l'équipe de France, jouer à la Ligue des Champions, gagner la Coupe du Monde, peu importe, mais faire une carrière en Ligue 1, en Ligue 2, c'est très, très honorable. Tu peux être dans un club pro en étant jeune, pas forcément réussir, mais il faut faire attention parce qu'après, bah, la chute, elle peut être très, très dangereuse. Et après, on trouve des mecs qui arrêtent le foot malheureusement alors qu'ils avaient un potentiel énorme au départ. Ouais, je pense que le message, c'est ceux qui sont en centre de formation, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Et ceux qui ne le sont pas, mettez toutes les chances de votre côté. En tout cas, c'est l'objet de ce podcast. Justement, toi qui travailles avec ce deux types d'athlètes, tu as parlé notamment de ton intervention avec le club de l'Olympique Marcois Football qui évolue en N3. Qu'est-ce que ça t'apporte de différent par rapport à tes coachings en studio? Recontextualiser un petit peu, donc j'y étais joueur l'année dernière. J'ai dû arrêter en mi-saison parce que bah, j'ai ouvert mon studio coaching, donc en janvier 2022, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et le niveau N3, bon, c'est trop de contraintes par rapport à mon activité. Tu sais, bon, les entraînements, c'est le soir, 4 entraînements par semaine. Combiner les deux, ça devenait impossible. Ce que ça m'apporte au quotidien par rapport à la différence avec le travail en coaching dans mon studio, bah, c'est déjà l'appartenance à un staff. Quand tu vas travailler en one-to-one avec un athlète, tu es quasiment seul à prendre les décisions, sauf si le mec a un staff tout autour. Mais voilà, tu appartiens à un staff, tu échanges avec le coach, tu échanges avec les adjoints, tu échanges aussi avec tous les joueurs. Ça, c'est une variable qui est intéressante parce qu'au final, voilà, il y a un groupe de 26-28 joueurs, donc ça fait quand même un groupe assez large. Et tu vas avoir des profils qui sont un petit peu différents, des mecs justement qui ont connu des centres de formation. Tu vas avoir des aptitudes qui sont un peu plus élevées et avancées que d'autres qui sont issus du monde amateur. Le travail accompli durant leurs années dans les centres de formation est plus poussé que les mecs qui sortent du monde amateur. Tu vas avoir les mecs qui savent qui font partie du groupe des titulaires, tu vois, Mhm. donc à un moment, est-ce qu'ils vont donner autant que le mec qui veut gagner sa place? C'est toutes ces choses-là qui sont super intéressantes dans l'approche de travail avec un groupe, parce qu'au final, tu as beau connaître les mecs, l'approche est totalement différente parce que tu as vraiment beaucoup de choses à gérer. Tu vois, tu as le nombre de joueurs à gérer, tu as les égos, la position de certains dans l'équipe, la hiérarchie, etc. Donc, tu as vraiment Évidemment. beaucoup de facteurs à gérer. Tu as envie d'apporter beaucoup de choses parce que voilà, tu sais que le travail physique il est important. Mais il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que le travail physique, quand tu as un mec qui vient en one-to-one pour prendre tes services, le mec, il fait la démarche. Donc, le mec est demandeur, le mec, tu sais que voilà, tu vas mettre les choses en place, mais le mec va charbonner, le mec va bosser. Quand tu interviens en club, le travail physique, pour certains, on sait, c'est pas leur tasse de thé. Les mecs n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas ça, ils préfèrent le ballon, etc. Donc, le rôle ici, il est super important, c'est de maintenir les mecs et de les faire qu'ils se sentent investis dans le travail. Et ça, moi, je le mets souvent quand j'interviens, c'est des exercices ludiques ou des exercices où les mecs qui sont en duel, tu sais, comme ça, les mecs travaillent, ils ont l'aspect ludique et tout ça. Mais voilà, c'est toutes ces composantes-là qui font que travailler en club, c'est super enrichissant, mais l'approche est vraiment totalement différente par rapport à du one-one avec un joueur que tu peux suivre seul de son côté. Ouais, bien sûr. Je pense que tous ceux qui travaillent dans le sport, qui ont une activité de préparation physique, de kiné du sport, etc., à un moment donné, je pense, dans leur carrière, il faut qu'ils mettent les mains, j'allais dire, un peu dans le cambouis et qu'ils travaillent avec un staff, avec un groupe, avec un club, pourquoi pas avec une fédération,
pour voir véritablement les problématiques et l'environnement en fait du sportif. Comment ça se déroule. Si ton activité, ta carrière, tu l'as fait uniquement dans le one-to-one, je pense qu'il te manque quelque chose. C'est un avis qui est très personnel. Je trouve que voilà, tu as cette complémentarité qui me parle et ton témoignage est très pertinent par rapport à ça. Tu parlais d'athlètes qui étaient plus ou moins réticents avec ce travail athlétique. J'ai pu voir que, notamment sur tes stories Instagram, il y en avait certains que tu avais en travail supplémentaire dans ton studio de coaching. Je voulais savoir si c'était du coup sur la base du volontariat. Est-ce que c'était des choix individuels ou est-ce que c'est le club qui fait cette démarche et qui demande à ses joueurs de venir te voir? Je vais avoir quelques joueurs qui seront volontaires, donc qui vont venir prendre des séances en plus parce qu'ils estiment qu'ils en ont besoin. Donc, tu as des joueurs qui vont venir faire la démarche d'eux-mêmes et on va bosser ensemble. Après, tu as d'autres joueurs qui vont venir faire du travail supplémentaire lorsqu'ils sont en manque de temps de jeu. Le coach m'envoie un message, on échange et voilà, il y a tel joueur qui n'a pas joué ce week-end ou qui est rentré les 15 dernières minutes, peu importe, donc qui est en manque de temps de jeu. Et donc là, on va faire du travail supplémentaire pour combler un petit peu ce manque de temps de jeu qui n'a pas eu lors du match du week-end. Et donc, on en revient toujours à ce que je disais, c'est que bah, tu as des mecs, voilà, quand j'interviens en club, le travail, il est entre guillemets imposé. Donc, ils ne font pas la démarche d'eux. Donc, bon, ça peut être un peu chiant de faire du travail athlétique, même si nous, on sait que c'est super important, mais le faire comprendre aux joueurs, c'est aussi notre rôle. Des fois, le discours met du temps à se mettre en place. Et donc, tu as des joueurs qui vont venir par eux-mêmes en plus dans la semaine pour travailler en plus parce qu'ils veulent soit passer un cap, parce qu'ils sentent qu'ils sont en retard par rapport à d'autres qui jouent peut-être à leur place, donc qui potentiellement peuvent ne pas rentrer en cours de jeu durant le match. Et tu as des mecs aussi qui évoluent là, donc là en N3, mais qui ont des objectifs de N2, de Ligue 2, etc. Ouais, Donc, bien sûr. sur un groupe voilà, de 26-28 joueurs, tu as tous les profils. Et ça, c'est intéressant. Donc, voilà, j'ai des mecs qui viennent parce qu'ils font la démarche et aussi d'autres joueurs qui viennent parce que le coach estime qu'ils ont besoin de travailler davantage pour combler les manques. Ok, génial. Effectivement, tu fais ça du coup dans ton studio de coaching. Comme tu l'as dit, ça fait 1 an déjà que tu as ouvert ta salle du AJ Performance Training Club. Déjà, félicitations, c'est top. Tu as pu souffler cette première bougie. Je pense que c'est une certaine satisfaction pour toi. Carrément, carrément, une très, très grande satisfaction. C'était un objectif depuis longtemps que j'ai réussi à atteindre. J'en Ouais, suis génial. Ça très, fait, très ça fier. fait un petit moment que je te suis, moi, bien avant cette ouverture. D'ailleurs, tu avais pu mettre l'évolution avant-après sur ton studio. C'est vrai que c'était assez intéressant de voir la chose. Que retiens-tu de cette première année dans ton studio? Alors, de cette première année, ce que je peux en tirer, c'est déjà une grande fierté d'avoir pu accomplir un objectif que je m'étais fixé. C'est beaucoup de responsabilités aussi. Bon, tu as une structure à faire tourner. On parle de sport, de performance, et peu importe, mais au final, c'est aussi un business, hein, c'est ce qui nous fait vivre. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de responsabilités et vraiment de prendre conscience que quand tu te lances dans une activité qui te tient à cœur, tu dois vraiment mettre tous les ingrédients nécessaires. Tu vois, tu dois vraiment, on prend l'exemple du footballeur, s'il vit de sa passion, il met tous les ingrédients. Ben moi, de mon côté, pareil, voilà, pour ouvrir mon studio et pérenniser l'activité, je dois mettre tous les ingrédients. Ça va être, au début, ne pas compter ses heures, Ouais. forcément, parce que tu débutes, tu n'as pas 100 clients du jour au lendemain. Voilà, tu dois faire tes preuves et tout ça. Tu dois montrer que ce que tu fais, voilà, c'est du bon travail. Donc, ça Apporte des prend. bénéfices à l'athlète, ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça prend du temps. Au fur et à mesure, tu construis un petit peu tout ça. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir aux gens. Parce que de base, je suis une personne qui est assez réservée. Au final, bah, voilà, quand tu travailles avec des humains, bah, c'est l'ouverture. Tu apprends à connaître l'autre. Tu dois aussi t'ouvrir pour que le joueur ou la personne qui est en face de toi puisse aussi te comprendre et que les connexions se fassent. Mhm. Super important en coaching en one-one. On sait très bien qu'on a beau mettre des choses en place, des programmations, l'exercice, la séance, vraiment tout peut être carré au maximum, mais c'est toujours le côté humain qui en ressort le plus. Donc, ça m'a permis beaucoup, voilà, de m'ouvrir, me découvrir aussi. Voilà, j'ai découvert des facettes de ma personnalité que je ne connaissais pas. Mais en tout cas, ouais, non, c'est vraiment top. J'ai vraiment bien, bien apprécié tout ce processus de mise en place, d'ouverture. Et comme je le dis souvent aux gens avec qui je travaille, je les remercie parce qu'au final, Évidemment.
là, je ne pourrais pas faire ce métier-là. Ouais, Donc ouais, voilà, bien sûr. toujours une gratitude envers ça, de pouvoir faire un métier que j'aime, dans un endroit que j'ai ouvert et que j'ai créé à mon image. Et franchement, ouais, c'est une très grande fierté. Génial. Effectivement, les gens qui viennent te voir, bah, comme tu l'as dit, ils font la démarche, ils sont proactifs. Tu as écrit récemment dans une story la fameuse phrase: celui qui pense qu'un professionnel coûte cher n'a aucune idée de ce que peut lui coûter un incompétent. Qu'est-ce que ça sous-entend pour toi? Ce que ça signifie, c'est que, bon, peu importe le domaine d'activité, que ce soit préparateur, kiné, médecin, ostéo, alors on va regarder le domaine du sport et de la santé. Mhm. Le service, la prestation a un coût. Pour certaines personnes, ce service n'est pas accessible parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de se payer les services d'un coach ou peu importe. Et donc, au final, ils vont aller se tourner vers des amateurs. Par amateurs, j'entends pas ceux qui débutent, hein, mais j'entends amateurs, personnes non qualifiées. Personnes non qualifiées pour exercer, on le sait très bien, on le voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux. Malheureusement, tu vas avoir beaucoup de personnes. Bon, en kiné, je pense que c'est différent parce que bon, pour s'inventer une casquette de kiné, bon, faut être. Non, ouais, effectivement, c'est compliqué. Il y a un diplôme, donc normalement, c'est encadré. Mais pour autant, pour moi, je veux dire véritablement ce que je pense, il y a des confrères kinés qui font de la kiné du sport à petite dose parce que ça leur fait plaisir. Et pour moi, tu peux pas traiter un sportif à petite dose. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu sois vraiment cadré. Moi, en tant que sportif, j'aimerais pas être encadré par un kiné du sport qui fait ça de temps en temps au milieu de tout à chacun. Alors bien évidemment, mon propos, il se dissocie de ceux qui sont en zone un peu déserte, où il y a pas trop de professionnels. Je comprends aussi la problématique, clairement. Mais effectivement, je pense que, voilà, pour cette petite parenthèse, c'est quand même quelque chose, dans une moindre mesure, qui existe aussi en kiné, à mon sens. Bien sûr, bien sûr. Mais donc voilà, donc, et au final, donc, ces personnes-là vont s'orienter vers des amateurs, des personnes non qualifiées, ce qui va leur coûter, donc ça va leur coûter encore plus cher dans le sens où personne non qualifiée, ça veut dire que la personne n'a pas forcément les acquis, les prérequis pour mettre en place les processus de développement, de travail, Ouais. pour amener l'athlète au point A, au point B. Il n'a peut-être pas toutes les notions, enfin sûrement pas les notions en bioméca, en anat, peu importe. Et au final, bon, il va perdre de l'argent, il va perdre son temps. La troisième des choses, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que si maintenant le joueur va voir un amateur, un incompétent, une personne non qualifiée, et le joueur se blesse, comment ça se passe après ça? Comment le pseudo-coach, donc la personne non qualifiée, va gérer ça? Parce que peut-être le travail qu'il a fait n'était pas du tout adapté, qu'il n'a pas les prérequis nécessaires pour mettre en place certaines choses. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va botter en touche. Ah t'as mal? Ou, ah, tu t'es blessé? Ok, va voir ça, nanana, etc. Donc au final, voilà, moi je le dis souvent, c'est que malheureusement, on est dans une ère où tout est accessible sur les réseaux sociaux. Dans le contenu, sur Instagram, on trouve de tout et n'importe quoi aujourd'hui, de très bonnes choses, mais malheureusement de très mauvaises choses. Ça m'embête de voir des gens qui ne sont pas qualifiés, qui se permettent de faire travailler des sportifs ou même des non-sportifs, parce qu'on parle du sportif, mais aussi de monsieur et madame tout le monde, dame qui veut perdre du poids, un homme qui veut perdre du poids, peu importe, qui Mmh. fait à quelqu'un. Et au final, on est dans la même chose. C'est une perte de temps, d'argent et des risques aussi potentiels de blessures ou autres. Donc, le service proposé, certes, il a un coût, mais la balance bénéfice-risque est beaucoup plus élevée au niveau des risques en allant voir un amateur et une personne non qualifiée plutôt qu'une personne qui a les prérequis, qui est diplômée, qui est qualifiée pour exercer. Ouais, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est réfléchissez bien à qui vous donnez votre confiance. Ça peut avoir des répercussions qui peuvent être malheureuses, comme une blessure par exemple, ou tout simplement pas de résultat. Bien Donc sûr. ça serait le moindre risque. Mais quand même, comme tu dis, c'est jeter son argent par la fenêtre. Effectivement, je pense que moi, il y a des sportifs qui sont tout simplement mal renseignés, qui sont renseignés uniquement par les réseaux sociaux et qui ne s'orientent pas vers les bonnes personnes. Moi, j'ai beaucoup de joueurs en suivi qui m'ont montré ce qu'ils faisaient avant. Et avant, en fait, comme tu le disais, hein, les programmes n'étaient pas adaptés, avec du volume inutile. Et tout ça a été contre-productif, voire même délétère pour le sportif. Bien sûr, bien sûr. Si le sportif ne fait pas la démarche de se renseigner
Parce que voilà, on a les cartes professionnelles, sur Internet, on tape le nom, on sait de savoir qui est qualifié, qui ne l'est pas. Donc moi, je pense que c'est aussi très important que les sportifs fassent cette démarche-là, enfin, sportifs ou monsieur, madame, tout le monde, hein, mais que quand ils font appel à une personne, surtout dans le domaine du sport et de la santé, on parle quand même, moi j'aime bien parler de santé, parce que voilà, on parle du évidemment. corps humain. Mais c'est le problème de la génération maintenant, des réseaux de maintenant, c'est que voilà, on a accès à beaucoup de choses sur les réseaux et malheureusement, bah, tu as des gens qui surfent sur cette vague-là. Mm. Mais c'est comme moi je dis toujours, ça ne viendrait pas à l'esprit d'aller voir un dentiste qui a juste sur Instagram sans vérifier que ce soit un vrai dentiste. Voilà, parce que c'est des choses plus complexes. Mais voilà, parce que maintenant, on est dans une ère où tout le monde fait un petit peu de sport, tout le monde voit un peu les vidéos sur les réseaux, donc je pense qu'on peut s'improviser coach, prépa, peu importe. C'est bien plus complexe qu'on le pense. Et moi, comme je dis toujours, plus j'apprends des choses, plus je me rends compte que je sais très peu de choses. Parce qu'encore une fois, on Exact. parle du Ouais. corps humain, c'est une machine extraordinaire. Et donc, il faut prendre les services d'une bonne personne qualifiée pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Soyez vigilants. Tu as raison. Non, mais c'est un vrai témoignage. Merci. J'aimerais qu'on revienne sur tes stages en préparation physique que tu mets en place depuis quelques temps déjà. Dorénavant, tu collabores avec un kiné du sport, il me semble. Peux-tu Ouais. nous dire les services que vous proposez et dans quel but? Ouais, donc les stages de prépa que je mets en place donc durant les différentes trêves, hein, estivales et hivernales, euh, au début, j'avais commencé à les réaliser donc, tout seul de mon côté. Et donc, je prenais les mecs voilà, par petits groupes ou en one-one et on travaillait durant la trêve sur des aspects qu'ils voulaient, qu'ils voulaient développer. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ça allait être aussi très pertinent d'intégrer un kiné avec moi, parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut être qualifié dans un domaine, mais après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, pour ma part, donc dans la préparation physique, c'est mon domaine, mais tout ce qui va être côté kiné, soins, blessures, etc., voilà, Ouais, ce ouais, n'est bien sûr. pas mon domaine forcément. Donc, j'ai trouvé ça très, très pertinent de faire appel à un kiné pour les joueurs qui viennent durant les stages, pour apporter cet aspect donc soin, cet aspect aussi analyse de différentes potentielles blessures, des équilibres musculaires, voilà, des choses qu'un kiné peut apporter, dont moi je ne mets pas les compétences et les connaissances forcément, parce que je n'ai pas étudié ça. Ouais. Donc au final, l'un dans l'autre, c'était voilà, apporter cet aspect donc côté athlétique et cet aspect aussi santé avec kiné qui viennent s'embriquer parce que bon, les deux sont liés, hein, on le sait très bien. Tu as des personnes qui vont avoir la double casquette, hein, comme toi tu l'as, donc ça c'est top, je trouve ça vraiment fabuleux. Mais moi qui ai voilà, uniquement cette casquette-là, je me suis dit, bah, écoute, tu veux apporter le maximum de bénéfices à tes sportifs en intégrant cet aspect un peu santé et kiné que le kiné peut apporter. Bon, au final, le joueur a toutes les choses Il a tout nécessaires. pour lui, ouais, tous les services pour lui, c'est top. Ouais, c'est super smart de ta part et de la sienne aussi d'avoir l'intelligence de faire ça parce qu'en fait, tu offres une disponibilité, un service à l'athlète. Il faut vraiment qu'il se rende compte que c'est vraiment intéressant. Ce qui était super intéressant, c'est le retour qu'on a eu après les stages. Ouais, dis-moi. Euh, des petits questionnaires pour voir comment ils avaient trouvé le stage. Et j'ai eu quelques phrases, c'était on s'est senti comme des joueurs professionnels, Ouais, alors que c'était des joueurs amateurs. Tu vois. Donc dans l'encadrement, avoir leur prépa, avoir le kiné qui vient, voilà, ils se sont sentis vraiment comme des professionnels. Et l'approche, elle est là, c'est que si on veut vraiment optimiser les performances du joueur ou du sportif, voilà, il y a toutes les sphères à vraiment prendre en compte et ne rien laisser au hasard. On aurait pu intégrer l'aspect nutrition, voilà, toutes ces choses-là, mais on s'est contenté que c'est de ces deux deux aspects, sphères. ouais. Et donc voilà, l'idée c'était ça, c'était d'apporter aux joueurs le maximum d'outils nécessaires pour qu'ils puissent développer ses compétences, ses performances et qu'ils se rendent compte également que l'un dans l'autre, les deux s'embriquent et le travail que le prépa va faire avec le kiné, bah, c'est en lien, c'est en rapport. Le kiné a besoin du prépa, le prépa a besoin du kiné. Et si tu travailles en communion, en cohésion comme ça, tu fais des choses extraordinaires. Exactement. Je crois savoir que tu es quelqu'un qui ne se repose pas sur ses lauriers. Donc, je pense que bah, quand tu parles de nutrition et après tous les aspects d'ostéo, de podo, médecin, etc.,
Je pense que c'est des choses qui doivent te trotter dans la tête, de collaborer de manière ponctuelle ou plus, de manière plus permanente avec ces professionnels-là. C'est des choses qui peuvent être vraiment pertinentes pour ton studio, pour toi, etc. Bien sûr, pour moi, pour ça, parce que tu apprends de nouvelles choses. On est toujours en quête de connaissances parce que voilà, la connaissance est infinie. Donc, c'est super important d'apprendre sur tous ces aspects-là. Et voilà, notre but ultime au final, c'est d'aider et apporter le maximum de nos possibles aux sportifs que l'on encadre. Et si à un moment donné, ça passe par travailler en collaboration avec une personne qui est compétente dans un domaine qui peut être bénéfique pour le sportif, bah, il faut foncer, quoi. Il faut Mm. foncer. Tout le monde sera gagnant dans l'affaire. C'est vers quoi on doit tendre, je pense, et c'est vers ce qu'on va tendre dans les prochaines années encore plus. J'en suis persuadé. Ouais, je suis assez d'accord, c'est win-win. Il y a un truc que tu n'as pas évoqué et qui me semble important, c'est que je sais que tu fais des tests, et notamment sur ce stage donc hivernal, tu as fait des tests avec les joueurs. Quels sont les tests que tu as faits? Quelles sont les infos que tu en as retirées? Et voilà comment tu t'en sers. Au final, j'ai réalisé pas mal de tests que je réalise aussi avec les athlètes que je suis au quotidien. Ça va être les tests de puissance, de détente, donc le fameux CMJ, Ok. avec l'application MyJump, d'accord, que je recommande à ceux qui ne la connaissent pas et qui n'ont pas encore utilisé parce que on n'a pas les capteurs de force ou le budget que les structures professionnelles ont, mais avec de nombreuses applications, pardon, on peut très bien s'en sortir avec un coût réduit et au final, le travail est très, 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 très pertinent. Donc voilà, différents tests, donc tests de puissance, donc tests de détente, également des tests de ratio de force, pardon. Et là aussi, l'importance du kiné était primordiale, c'est que sur tous les tests qui vont être de mobilité, tests de posture, tests aussi également de screening, tous ces tests-là et toutes ces données qu'on a récoltées, on s'est rendu compte qu'au final, le sportif amateur, il a énormément, enfin une marge de progression énorme. Ouais, Parce qu'au final, il n'a pas été suivi par un staff comme un joueur qui est dans un club pro. professionnel. Mm. Exactement. Il n'a pas accès aux soins, il n'a pas accès aux prépas, il n'a pas accès au kiné et tout ça. Donc, il est un peu livré à lui-même. Et nous, ce qu'on voulait vraiment apporter, c'était voilà, on avait une dizaine de joueurs. Et on a dit, bon, les mecs, on vous suit là pendant ces 2 semaines de stage, mais on continue aussi à vous suivre sur le long terme. Ok. L'idée, c'est que voilà, toi, tu vas avoir un déficit à cet endroit-là. On ne va pas te laisser à l'abandon, retourner dans ton club et avoir une potentielle blessure, etc. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de créer une bonne base de données avec toutes ces données qu'on a récoltées au niveau des différents tests et que les mecs, au final, même s'ils sont dans leur niveau amateur, bah, soient traités comme des joueurs professionnels qui aient leur staff un peu à distance. Et c'est super, super important. Ouais, non, c'est super pertinent. Pour resituer un peu la chose pour ceux qui ne comprennent pas forcément notre jargon, le CMJ, donc pour vulgariser la chose, c'est un test de saut et qui permet en fait d'avoir une idée du profil force-vitesse. Est-ce que voilà, tu es plus du profil force ou plus du profil vitesse? Et pour savoir exactement comment structurer notre programmation et justement ne pas viser les choses au hasard parce que bah, on en revient sur ce que tu disais. Chez un professionnel amateur, il va pas faire tout ça et c'est en ça que je voulais que tu nous parles de tous ces tests, tous ces bilans finalement qui te permettent d'avoir une cartographie de l'athlète et de savoir exactement là où tu vas mettre ton point d'honneur pour l'aider à développer ses qualités athlétiques et finalement ne pas perdre son temps à taper un peu à droite, un peu à gauche et que ça soit pas pertinent. Bien sûr, partir du point A pour arriver au point B, mais au final, si tu connais pas le point A, comment tu peux arriver au point B? Peut-être que le mec est déjà au point B, mais tu vas taper dans des choses qui ne sont pas du tout pertinentes et tu vas perdre du temps. Je me suis rendu compte que pour la majorité des footeux, il y avait un gros déficit de force. Ouais, Gros déficit de force, hein. Je ne sais pas si tu es d'accord, tu donneras ton avis, mais gros déficit de force. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tu vas partir sur un cycle de force et tu vas voir qu'en fait, son potentiel de puissance, en fait, d'exploiter, il va grimper en flèche d'un coup parce qu'en fait, il est vraiment difficile de cet aspect-là, déficient de cet aspect-là, pardon. Et je m'en suis rendu compte de ça sur quasiment ouais, 80, allez, on va dire 90% des de joueurs tes avec qui footballeurs. Ouais.
travailler, même au niveau professionnel, Ouais. même des sportifs pro. C'est Mm. vraiment cet aspect-là qui est manquant, j'ai trouvé sur pas mal de joueurs au final. Ouais, je suis super d'accord. En fait, je pense, donc pour resituer la force, ça va être sur des charges qui sont lourdes, on va dire, pour vulgariser, en dessous de 5 reps, avec une intensité assez importante. Et souvent, je pense que c'est pas fait, tout simplement par tradition. Voilà, dans le football, on a un peu peur. Je pense que aussi il y a cette dimension, tu vois, tu parlais du football professionnel, il y a cette dimension où les staffs tournent beaucoup, qu'on ne veut pas perdre sa place, que souvent, bah, voilà, chez un préparateur physique, la place est bonne quand tu es dans un staff professionnel et de se dire, oulala, si je fais quelque chose qui va changer les habitudes du joueur, peut-être qu'il va pas être OK. Donc déjà, il y a cet aspect-là, d'avoir la confiance du joueur. Et il y a aussi le fait de, oula, peut-être que je vais le blesser. Si je le blesse, ça va me retomber dessus. Et c'est vrai que quand un joueur se blesse, le premier sur lequel on va taper, c'est le préparateur physique, c'est le staff médical, etc. Dans les structures professionnelles, la place des prépas est chère et forcément, ils veulent garder la place, ce qui est normal. Et après, il y a aussi cet aspect de hiérarchie qui est mis en place. C'est qu'au final, moi, je connais plusieurs prépas qui travaillent dans des clubs pro et au final, qui veulent mettre des choses en place, mais qui n'ont pas la possibilité, tout simplement parce que non, on leur dit non, tu vas blesser le joueur ou non, Ouais, on va pas faire ça. Donc, c'est dommage. Après, c'est pour ça qu'au final, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui font appel à des staff prépas indiv. externes qui ont leur staff Ouais, en dehors du club, bah, ils peuvent travailler davantage. Et puis aussi, en club, bon, on va avoir deux, trois prépas, peut-être quatre pour les plus grosses structures. Mais au final, le travail, on se rend compte qu'il n'est pas forcément toujours très individualisé, pas du très tout. pertinent pour chaque joueur. Bon, je prends l'exemple d'un joueur que je suis. Il avait une douleur à la cheville depuis des semaines. Il a dû faire appel à un intervenant externe pour régler ce problème-là, parce qu'au final, au club, ils n'ont pas vraiment pris le temps de traiter le problème, le fond du problème. C'est pour ça que moi, je pense qu'à terme, les joueurs vont, enfin, c'est déjà le cas, hein, mais vont tendre vers avoir leur staff à côté, avoir leur prépa, avoir leur kiné. Puis tu le disais très bien aussi dans un post, il me semble, tu en avais parlé. Je rebondis là-dessus. On est là pour travailler pour le bien du joueur, pour ses performances, pour qu'il atteigne le plus haut niveau possible. Donc, à partir du moment où le joueur va avoir un staff en extérieur, ok, moi je pense que c'est aussi une démarche des clubs de dire, bon, ok, tu as un staff à l'extérieur, parce qu'il y a des clubs ou des joueurs qui ne font pas le lien entre les deux, hein, qui vont voir des intervenants sans en parler au club. Ouais. Et je pense que cette barrière devrait être brisée. Et ok, bon, tu travailles avec tel qui n'est tel prépa, ok, on va mettre les choses en place, on va en discuter, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, qu'est-ce que tu fais avec lui, pour qu'au final, bah, les mecs, sa performance, elle fait qu'aller vers le haut. Et ce sera bénéfique, encore une fois, pour tout le monde. Je pense que pour revenir déjà sur cette histoire de force, etc., et que certains prépas veulent le mettre en place, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de croyances dans le football et il va falloir petit à petit faire bouger les choses. En tout cas, force à tous ceux qui ont cette démarche-là. Tu as de plus en plus du coup d'athlètes qui font appel à des staffs indiv. Je pense que la démarche des clubs, elle devrait être plus smart et de se dire, OK, il y a cette démarche-là, on va collaborer avec ces gens-là pour que ça soit win-win pour nous. Parce que finalement, le constat qu'on fait, c'est que les joueurs, malgré tout, ben, dans leur carrière, vont être amenés à changer de club. Et si eux, leur démarche, c'est d'avoir un staff sur le long terme, et ben, en fait, ce staff-là connaît mieux le joueur que le staff du club, finalement. Et c'est encore plus vrai quand le sportif est amené à partir à l'étranger, où il y a cette barrière de la langue, etc. Dans certains pays, l'ouverture d'esprit par rapport à ça est complètement différente de la France parce qu'ils ont compris en fait ça, tout simplement. Après, c'est encore deux écoles différentes, en France ou Angleterre ou États-Unis ou peu importe. Mais c'est vrai qu'au final, ce n'est que bénéfique pour le sportif. Pour revenir un peu, parce que je me suis un peu écarté du sujet principal là, sur la force dont on parlait, sur le manque de force des joueurs. Mhm. C'est vrai qu'au final, en club, bon, le travail est mis en place, mais ce sera ouais, du travail d'entretien. On ne va pas blesser les mecs, donc on va mettre des mini-dosages. C'est vraiment du travail très, très léger. Mais on se rend compte qu'au final, bah, pour créer des adaptations, pour qu'il y ait vraiment un développement d'une qualité,
il faut taper dedans. Il ne faut pas avoir peur d'envoyer, bien la doser, bien la programmer. Mais si tous les paramètres sont mis en place, tu as des gains remarquables sur les performances. C'est indéniable. Et le footballeur manque de force. Et le footballeur aussi, pour moi, un bagage en salle de muscu Complètement. très, très, très pauvre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'avais la discussion avec un autre coach un jour sur le travail de l'haltérophilie. Il me demandait si moi, je mettais des mouvements d'haltérophilie, etc. en place. Et en fait, j'en mets pas du tout. J'en mets pas du tout avec mes joueurs, même les joueurs pros, parce que je me suis rendu compte que pour exprimer vraiment des niveaux de force ou de puissance intéressantes, les prérequis techniques sont très importants sur les mouvements. Ouais, complètement. L'haltérophilie, c'est un sport très technique. Tout le temps qu'on va passer pour vraiment maîtriser l'exécution des mouvements, est-ce qu'on a ce temps-là pour développer vraiment le sportif? Donc, je préfère partir sur des choses vraiment plus simples, entre guillemets, d'exécution. Pour revenir à ça, c'est vrai que le footballeur, en règle générale, manque de force parce que son bagage technique en salle de muscu, il est très, très pauvre. Voir un joueur faire un squat complet, tu me prends les 20 clubs de Ligue 1, sors-moi un mec qui est capable d'en faire un propre. Je sais pas, je sais pas. Complètement. En tout cas, on retiendra que les gars, si vous voulez exploser vos perfs là sur les 3 à 5 premiers mètres, faites-moi péter cette force. Et faites-vous encadrer parce que effectivement, il faut que ça soit smart dans la démarche et progressif. Finalement, à quoi ressemble la structure d'une séance de préparation physique en salle avec toi? Pour grosso modo, hein, toujours cette phase d'échauffement. J'aime bien intégrer de la mobilité. On se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont un problème de mobilité au niveau hanche et cheville. Donc, j'essaye de mettre un focus là-dessus. Ça me permet aussi d'échanger à ce moment-là avec le joueur. Souvent, on intègre une espèce de petite routine. Donc, sur les premières séances, voilà, on la met en place. Et à terme, mon idée, c'est que le mec il puisse être autonome dans cette première routine, tu sais, sur les 5-10 premières minutes de l'entrée en séance. Enfin, on échange en même temps, mais voilà, j'essaye au maximum de les rendre autonomes sur ces choses-là. Comme ça, une fois que même ils sont en club ou autre, ben, ils intègrent aussi ce genre de choses et je trouve ça assez pertinent. Ouais, parfait. Après, bon, bien sûr, selon le profil, selon l'objectif du joueur avec lequel je travaille, on part sur un bloc voilà, d'explosivité, que ce soit de la vitesse, de l'accélération, de la plio, encore une fois, selon le Ouais, les cycle. objectifs, le cycle, etc. Bien évidemment, ouais, ouais. Non, Bien non, mais sûr, je te parle vraiment d'un point de vue large, ouais. pour moi, hein, l'aspect le plus important donc, du footeux, voilà, cet aspect d'explosivité, d'être réactif sur les premiers mètres, etc. Donc, on va vraiment se focaliser là-dessus, en intégrant également forcément du travail de renfort, du travail de prévention aussi de blessures qui est super important. Puis après, intégrer aussi du travail de core training. Mais voilà, dans les grandes lignes, bon. Ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, c'est structuré et ça change du sempiternel split, pec biceps, dos triceps, jambes, etc., qui a été amené tout simplement par la science, on va dire, du bodybuilding, qu'on voit énormément voilà, par rapport à des influenceurs, des coachs sur les réseaux sociaux qui sont dans ce domaine-là. Mais effectivement, quand on parle de performance, quand on parle de préparation physique dans le but d'un transfert au sport, bah, les choses, elles sont différentes et la programmation autour de tout ça est différente. Bien sûr, totalement, totalement différente. Et puis, bah, c'est aussi notre rôle d'éduquer les joueurs par rapport à ça. Complètement. Parce que c'est vrai que moi, beaucoup de joueurs qui viennent me voir pour la première fois, quand on va effectuer les différents tests, hein, je me rends compte qu'au final, un simple CMJ, donc un simple test de saut Le saut. vertical, l'impulsion n'est pas optimale, la réception n'est pas optimale. Le mec, je vais le questionner sur un peu ce qu'ils faisaient en salle, parce que souvent les mecs vont en salle avant de leur côté. Je le questionne un peu sur ce qu'il met en place. Et au final, bon, voilà, il me dit, bon, je fais un peu de développé couché, voilà, un peu de haut du corps, etc. Je fais un peu de jambes, je fais de la presse et tout ça. Le travail vraiment athlétique et d'optimisation des performances, les mecs ne connaissent pas, ne savent pas faire. Et c'est un travail super important de leur apprendre à effectuer tout ça. Il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place et que les joueurs n'ont pas conscience. Donc, c'est à nous aussi notre rôle de mettre les choses là en pratique et en place. Carrément. Justement, tu as parlé de pliométrie. On voit beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux à ce sujet-là, des choses plus ou moins pertinentes, mais qui sont surtout sorties de son contexte. Tu sembles bien maîtriser ce sujet de la pliométrie, à mon avis. Quels sont les points clés pour une programmation en pliométrie de qualité?
Pour moi, la pliométrie, c'est une contraction donc, concentrique qui va être optimisée par une contraction excentrique. Pour moi, la bonne programmation d'une pliométrie, enfin d'un programme pliométrique se fait en plusieurs phases. La première phase, ça va être une phase dite de freinage ou d'amortissage, on va dire, leur apprendre à bien se positionner lors de la réception d'un saut. Ce dont tu Ça, parlais tout à l'heure déjà. Ouais. c'est ça. Ça, pour moi, c'est une donnée super importante parce qu'au final, on se rend compte que quand tu vas faire chuter un mec d'un plot de 20, même 30 centimètres, la réception sur le sol, parfois, elle n'est pas optimale. Parfois, tu vas avoir un valgus, parfois, tu vas avoir un alignement des segments qui ne sera pas optimal. Et donc, la première chose que je mets en place, c'est vraiment ça, c'est apprendre au mec à vraiment se réceptionner de la meilleure des manières possibles. Parce qu'au final, on sait très bien que la pliométrie, si on part sur un continuum avec un enchaînement de bondissements et tout ça, la qualité du saut, elle va être optimisée par la qualité du saut précédent et ainsi de suite. Une fois que je me rends compte que le mec est en mesure de bien réceptionner, voilà, d'atterrir correctement, je passe sur une phase de propulsion. Souvent, je leur mets des squat jumps, des box jumps, pardon, des box jumps, j'aime bien l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'au final, ça leur apprend à optimiser leur phase de décollage le plus rapidement possible, le Ouais. fameux développement de la force, sans vraiment se soucier de la phase d'atterrissage. Ensuite, une fois qu'ils sont capables de faire ça, ce que je vais mettre en place, donc ça va être un couplage des deux. Donc ça veut dire ils vont passer sur des enchaînements de broad jump ou ça peut être des enchaînements de saut et etc. Mais je me suis assuré au préalable qu'ils aient les prérequis pour assurer une bonne réception, puis une bonne propulsion pour ensuite être capable d'enchaîner les sauts et après partir sur des choses plus complexes et des méthodes plus choquantes, comme des drop jumps ou des choses comme ça, où voilà, le mec, il a créé un très gros bagage pour après partir sur des choses bien plus complexes. Ouais, parfait. On voit que c'est structuré, que c'est codifié et que finalement, rien n'est fait au hasard. Quand tu parles de def jump, pour rebondir sur ce dont on parlait tout à l'heure sur la force, il faut savoir que l'impact sur le corps d'un def jump est beaucoup plus important qu'un squat lourd. Quand on est cette partie-là en fait de ta programmation, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au préalable et tu fais pas ça parce que tu as vu ça sur les réseaux et que ça a l'air sympa de le faire parce que ça n'a aucun sens. Déjà d'un point de vue, bah, comme on disait, hein, performance, mais aussi risque de blessure, etc. Mais si très rapidement on te propose un dev jump sans passer au préalable par certains prérequis, il faut te poser des questions. Faut peut-être aller voir quelqu'un d'autre. On parle de ça et j'ai eu l'exemple concret avec un jeune qui est venu début de semaine. Il me dit, ouais, moi je fais beaucoup de travail en salle, je fais beaucoup de pliométrie, etc. Et tout. Je dis, c'est top et tout ça. Je dis, ouais, je regarde beaucoup les vidéos sur les réseaux, sur Instagram, TikTok, peu importe. Et donc, il met des choses en place. Donc, on effectue le fameux test IMJ donc, pour que je vois un petit peu ce que ça donne. Et au final, je me rends compte que lors de la descente, boum, valgus au niveau des deux côtés, l'impulsion n'est pas bonne, l'alignement n'est pas bon. Et au préalable, il me dit qu'en termes d'exercice pliométrique, il a enchaîné des box jump, mais voilà, 20 ou 30 secondes de box jump, des choses sur le box jump qui peut être efficace, mais avant ça, la base n'a pas été mise en place. Donc, on va redescendre au niveau du continuum, on va apprendre les bases, apprendre à bien te placer, apprendre à bien te réceptionner. Puis après, on va partir sur des choses bien plus complexes. Ça t'évitera les blessures et ça t'évitera de partir dans des programmations qui sont farfelues avec de la quantification qui n'est pas présente au final. Mm. Qui n'est pas... Ouais, et d'ailleurs, ce dont tu parles, bah voilà, les box jumps sur 30 secondes, etc., c'est de la pliométrie par définition, sauf que c'est pas utiliser la pliométrie à des fins que l'athlète veut en tirer. Et au final, tu t'en tires à faire de la pliométrie dans un but de faire un circuit training pour tout simplement cardio, en fait, plus ou moins, enfin voilà, au niveau d'un travail énergétique, et pas du tout dans un but voilà, de développement de ton taux de développement de la force, etc. Je pars toujours du principe que la pliométrie, j'essaie de mettre des choses les plus simples possibles. Voilà, comme tu l'as dit, on voit des choses farfelues sur les réseaux avec des enchaînements à droite, à gauche, etc. Et ce que sur le focus sur lequel je mets vraiment l'importance, c'est ton temps de contact sur le sol le plus court possible, ton intention d'aller vers le haut, vers l'avant, latéralement, peu importe, la plus intense possible. Et pour moi, c'est ces deux points clés. Et c'est assez intéressant ce que tu dis parce que je trouve que plus on évolue dans le métier, plus nos séances sont simples.
C'est la réflexion que je me suis faite en plus ce matin. Quand j'ai commencé, voilà, j'ai voulu mettre des choses en place, etc. Tu bookines, tu te renseignes, tu te dis, ah, ça a l'air top, etc. Cette méthode et tout ça. Et plus tu avances dans le temps, bon, après, j'imagine qu'avec 20 ou 30 ans d'expérience, c'est encore plus le cas. Mais avec mes quelques années d'expérience, je me rends compte déjà qu'au final, bah, les choses les plus simples, c'est celles qui fonctionnent le mieux au final. Exactement, ouais. On parlait de la force tout à l'heure. Charge la barre de ton sportif avec les prérequis nécessaires et l'évolution avec la programmation qui convient. Plus tu vas simplifier ton travail, bah, tu n'as pas besoin de 200 exercices ou de 200 outils. Tu vas à l'essentiel et ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne très, très bien. Pour parler d'un autre sujet qui, pour moi, il y a beaucoup d'incompréhension à ce sujet-là, il y a beaucoup de confusion. Je parle bien sûr de l'agilité. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et qu'on arrête tout simplement le bullshit autour de tout ça? Pour moi, l'agilité, d'une manière simple, ça va être le déplacement d'un sportif, mais le déplacement du corps dans l'espace en réponse à un stimuli. Pour faire la distinction entre agilité et ce qui va être changement de direction au final, parce que souvent, on confond un petit peu les deux. Mhm. Mais cet aspect d'agilité, il est là. Souvent, on va essayer de mettre des choses en place avec des changements de direction prédéfinis. Voilà, aller à droite, revenir à gauche, arrière, avant, peu importe les directions. Mais au final, dans ce genre de choses, l'athlète, OK, peut-être sur le premier passage de l'exercice, il va découvrir un peu le parcours. Dès qu'il a réalisé le parcours, il le connaît. Donc au final, l'aspect agilité n'est pas présent. Pas du Parce tout. que la réponse au stimuli externe n'est pas là. On prend l'exemple d'un défenseur central lors d'un match. OK, il a l'attaquant face à lui qui vient le fixer balle au pied. Si l'attaquant part à droite ou à gauche et le défenseur doit le suivre, pour moi, ça, c'est de l'agilité. Parce qu'il répond à un stimuli externe face à lui. Donc, il y a un changement à ce niveau-là. Et comme tu le disais, le bullshit de l'agilité avec des chemins tout faits, avec un travail d'échelle de rythme ou des choses voilà, qui peuvent être de la motricité, on peut le mettre en place, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle vraiment d'agilité, il faut qu'il y ait cette réponse aux stimuli externes qui soit présente. Mm. Effectivement, dans le football notamment, on parle beaucoup d'agilité avec cette histoire d'échelle de rythme. Fact, ça n'en est pas. Clairement, c'est pas de l'agilité. Pourquoi pas, comme tu dis, de la motricité. La place de l'échelle de rythme dans le football, elle est importante. Donc, je pense que d'un point de vue cohésion et récupérer la confiance d'un athlète, parfois, j'aime bien la mettre en place, mais c'est 0,01% de nos programmations. Mais si tu fais ça à longueur de journée, il faut te poser des questions. Donc ouais, la différence entre les changements de direction et l'agilité, elle est réelle. Comme tu dis, c'est en fonction en réponse à un stimuli, finalement à la perception de l'environnement. L'athlète va prendre une décision et agir par rapport à ça. Comme tu dis, d'un point de vue visuel, que ce soit sonore, que ce soit tactile, parce que ben il y a aussi tous les autres adversaires, tes coéquipiers. Quand on parle du football, l'environnement des supporters, du coach, etc. Et ça, c'est le fait pour. C'est réel, quoi. On va passer à la dernière partie du podcast. Julien, quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif? Prendre du plaisir tout simplement parce qu'au-delà des performances, etc., c'est important de garder cet aspect de jeu, cette notion de plaisir, malgré toutes les contraintes qu'il peut avoir autour avec, quand on parle du haut niveau, avec ces contraintes de résultats, de performance, voilà, la pression qu'il peut avoir. Et même sur des jeunes joueurs qui rêvent d'atteindre le haut niveau, on va avoir des joueurs beaucoup maintenant voilà, qui veulent vraiment mettre les choses en place pour réussir. Donc, ils vont travailler, ils vont aller en salle de sport, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ils vont vraiment mettre les choses en place et parfois ils vont s'imposer une pression qui est inutile. Ouais, démesuré. Et voilà, ils vont en oublier l'essence même de pourquoi ils font ce sport-là. C'est parce qu'ils aiment ce sport. Ils aiment le pratiquer, ils aiment prendre du plaisir à en faire. Et c'est pour ça aussi que j'en mets le plus souvent possible dans mes séances parce que certes, on travaille, mais voilà, il faut garder cet aspect de plaisir de faire les choses. Parce que à partir du moment où si tu fais les choses mécaniquement parce que tu dois les faire, mais que tu prends plus de plaisir, tu vas pas durer. Tu vas pas durer. T'es pas le premier à m'en parler. Le premier à m'en avoir parlé, c'est Adrien Cabon, qui est préparateur mental. Donc, tu vois, ça fait vraiment sens. Et je trouve que ça résonne beaucoup avec ben, l'une des premières questions que je t'ai posées sur ben, tes premiers souvenirs. Et au final, je pense que c'est important que chacun des auditeurs se pose la question,
quel a été leur premier souvenir marquant avec le sport. Et souvent, il y a cet esprit de joie. Voilà, quand tu es enfant, tu ne te poses pas la question de performance, etc. Tu as cette notion de jouer avec les copains, de prendre du plaisir dans ton sport. Et je trouve que c'est un conseil qui est simple et qui est pertinent. Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous conseiller? Ouais, un podcast, bah, le tien. Je continue, je conseille le tien, forcément. Non, non, je plaisante. Non, non, moi, en tout cas, ouais, l'idée de créer le podcast, je ne te l'ai pas encore dit, mais franchement, c'est vraiment top de pouvoir échanger comme ça sur tous les sujets. C'est vraiment top. Un livre que j'ai à conseiller, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, Le Miracle Morning de Ali Ouais, Rold. ouais, Tu ouais, bien sûr. Ouais. je pense qu'on est beaucoup à l'avoir lu. Il m'a vraiment beaucoup aidé, que ce soit sur l'organisation un peu de mes journées, l'organisation de mon temps, optimisation du temps également. Il y a une partie du livre qui m'a plus marqué que les autres. C'est une partie où il parle des affirmations, d'écrire les choses que l'on souhaite, peu importe, atteindre un objectif, etc. Mais je l'ai mis en pratique, tu vois, je vais livrer un petit secret qui est écrit sur un mur de ma chambre. Yes. Ah, je l'ai mis en pratique quand j'ai acheté le livre. L'affirmation que j'avais écrite, c'était voilà, je veux ouvrir mon studio de coaching. Ça, je te parle de ça, c'était il y a plus de 2 ans, donc le studio n'était pas encore ouvert. Tous les matins, en fait, je me réveillais et je voyais cette affirmation-là sur le mur. Bah, quelques temps après, quand j'ai eu la chance et le bonheur d'ouvrir mon studio, je me suis remis en situation au moment où j'écrivais cette phrase sur le mur. Et j'ai trouvé ça tellement, tellement puissant, en fait, que j'ai voulu partager ce moment avec toi parce que, voilà, avoir une vision bien précise de ce qu'on veut faire, où on veut aller, peu importe le domaine, hein, qu'on parle du sport ou qu'on parle dans la vie de tous les jours, voilà, peu importe le domaine. Pour moi, voilà, c'est super important d'avoir une vision et de s'y tenir. Et peu importe le temps que ça doit prendre. Moi, je pars du principe que la vie, elle est bien faite, que les choses arrivent tôt ou tard quand on met les ingrédients. Voilà, c'est le petit passage sur ça, mais le livre Miracle Morning, je le conseille fortement à toutes les personnes qui souhaitent optimiser un peu leur journée, qui souhaitent vraiment voir la vie un petit peu différente. En tout cas, moi, ça m'a énormément apporté. Ouais, moi aussi, je l'ai lu, ça m'a boosté sur certains aspects. Je pense que sur ce livre, il y a, comme dans tous les livres, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Tu vois, Adrien Cabon, le préparateur mental, nous a aussi parlé je crois, son second livre, dont j'ai oublié le nom. Mais dans tous les cas, tout est en lien dans la bio sur le podcast avec Adrien Cabon. Lui, en tant que préparateur mental, nous a beaucoup parlé de visualisation. Et je trouve que ces deux aspects d'affirmation, visualisation, soit on peut les combiner, soit on peut les dissocier et voir ce qui nous parle le plus, ce qui est plus cohérent pour nous. Mais finalement, on fait appel à cet aspect de discipline, cet aspect de répéter les choses, d'ancrer les choses d'un point de vue cérébral. Comme chacun sait, le cerveau, c'est lui qui commande nos actes et c'est lui qui commande nos mouvements. Et je trouve ça assez pertinent voilà, ton témoignage, de nous faire partager ça parce que ce soit sur des objectifs business, que ce soit sur des objectifs personnels, que ce soit sur des objectifs de performance, ben c'est un vrai bras de levier, ouais. J'aime bien répéter cette phrase aux sportifs avec qui je travaille, c'est suivre le plan. Plus tu vas mettre les ingrédients, les choses vont se mettre en place. Et ce qui est super important aussi, c'est de regarder aussi le chemin parcouru. On a atteint un objectif. Moi, je suis un petit peu comme ça, hein, c'est que j'atteins un objectif et bon, une fois que je l'ai atteint, bon, ok, c'est quoi le next step? Mais faire un petit retour en arrière sur tout le chemin que tu as accompli aussi, ça c'est super important. Avoir cette gratitude donc des étapes que tu as parcourues pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Encore une fois, peu importe la sphère, hein, performance sportive, business, famille, voilà, vraiment toutes les sphères qui englobent notre quotidien. Ouais. Ouais, exactement. Je pense que en fait, de documenter, que ce soit par écrit, par vidéo, par photo, par audio, ça a beaucoup de sens parce qu'effectivement, tu vois ton processus d'évolution sur toutes les sphères de la vie, comme tu dis. Ouais. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité qui soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Ouais, je vais en citer trois. Trois dans trois domaines un peu différents. Bon, le premier, il est un peu personnel, c'est Michael Jackson. J'ai adoré l'artiste. Artiste hors pair et incroyable qui m'a fait vibrer. Ouais, toujours cette chose de doit-on dissocier l'homme de l'artiste. Enfin, on ne rentre pas dans ce débat-là, mais Ouais, bien sûr. purement artistique, voilà, c'est Michael Jackson qui m'a fait rêver quand j'étais plus jeune d'ailleurs. Seconde personnalité, Nelson Mandela, pour son combat qu'on connaît tous sur l'apartheid durant
des années et le courage et toutes les choses qu'il a pu mettre en place malgré des époques très difficiles, voilà, avoir cette force incroyable, hors du Ouais. commun. Et la troisième personne, j'ai recentré un peu sur notre domaine et j'ai mis Cristiano Ronaldo pour lui poser des questions sur un peu, voilà, comment il a pu mettre tout ça en place, tu vois, un peu connaître un peu son mode de fonctionnement pour avoir mis tout ce qu'il a mis en place tout au long de sa carrière, tu sais, depuis qu'on l'a Mhm. jeune au Sporting à aujourd'hui. Voilà, c'est le rencontrer, voir un peu tous les petits tips qu'il a pu mettre en place, son travail acharné, parce qu'on entend beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, savoir qu'il était là 2 heures avant, il partait après, etc. Mais voilà, échanger avec lui sur ça, ce serait ouf. Au-delà de dire que c'est le GOAT, lui ou Messi, autre débat qu'on ne rentrera pas là-dedans. Ouais, bien sûr. Ouais, pour moi, Ronaldo, voilà, modèle parfait de performance, de longévité, voilà, de discipline, de rigueur. On parlait de tout ça tout à l'heure, de suivre le plan. Je pense que lui, il a dû s'établir un plan très, très jeune, très tôt. Aucune déviation possible. Il a gardé sa ligne de conduite. Et ce qui lui a permis de faire cette carrière extraordinaire. Je pense que c'est un exemple pour tous les jeunes joueurs qui nous écoutent ou qui nous écouteront et qui veulent espérer, qui espèrent atteindre le plus haut niveau. Ouais. Ouais, exactement. Cristiano Ronaldo, c'est très cohérent avec ce que tu as dit au préalable, notamment, bah, comme tu dis, de suivre le plan. Je pense que clairement, lui, c'est des choses qu'il a mis en place. Et quand on parlait de talent, de travail, etc., lui, son talent est indéniable. On ne le saura jamais, mais sans son travail, ça n'aurait pas été Cristiano Ronaldo. Ça aurait Bien sûr. été voilà, un très bon joueur, jusqu'où on ne sait pas. En tout cas, là, on sait qu'avec tout ce qu'il a mis en place, on sait la carrière qu'il a. Et tout le respect est pour lui, clairement. Et pour revenir sur Michael Jackson, c'est très drôle parce que le précédent podcast avec le Local Performance, Jules a sorti aussi Michael Jackson. C'est un ex-danseur. Il a fait beaucoup de danse, notamment dans le breakdance. Et lui aussi, voilà, Michael Jackson est une source d'inspiration. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, en plus de ça, bah, on est plus ou moins tous de la même génération. Donc je pense que ça parlera davantage à des gens comme nous ou plus âgés, un peu moins aux jeunes athlètes qui n'ont pas forcément connu tout son art, ou alors qui ont eu cette chance-là via leurs parents, leurs cousins, leurs frères et sœurs, etc. Mais, Bien euh, sûr. mais génial, merci pour ces trois partages. Ouais. Julien, quel serait le meilleur moyen de te contacter? Je dirais Instagram. Ouais, Ouais, mon Instagram, J-Performance Training Club, c'est là où je suis plus dispo. Et je mets pas mal de contenu, que ce soit avec les athlètes que je travaille, ou voilà, je suis assez disponible là-dessus. Aussi par mail et par SMS, hein, j'ai mis les petits liens sur ma page Insta pour me contacter. bah, génial. Ouais, je mettrai tout ça en lien dans la bio et puis vous pourrez directement contacter Julien voilà, pour discuter un peu avec lui sur les différents sujets qu'on a mis en place et pourquoi pas bah, bosser avec toi. On va passer à la dernière question du podcast, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro de ce podcast? Alors, la passe décisive, en plus, c'est un attaquant. Donc, moi étant Génial. mieux, c'est parfait pour cette question. C'est Parfait. Mathieu Valder. Mathieu Ouais, Valder, donc c'est un ami à moi, mais qui est aussi préparateur mental. ok. Et en fait, pour la petite histoire, donc je l'ai rencontré, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Il m'a contacté pour mon travail, donc pour prendre des séances de préparation physique. Et la D'accord. première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé pendant 2 heures. Des sujets, ben, un peu les sujets qu'on a évoqués ici, sur les suivre le plan, etc. On était vraiment dans les mêmes vibes. Depuis, bah, ça fait 2 saisons que je travaille avec lui. Je le mets régulièrement sur les réseaux dans mes stories, donc vous avez peut-être pu le voir à plusieurs reprises. Ouais, Et, surtout récemment. Ouais. c'est ça. Bah, c'est un joueur donc, pour l'histoire de Pays de Cassel. Ouais. Donc, l'équipe qui a affronté le Paris Saint-Germain en 16e de finale de la Coupe de France récemment. Voilà, préparateur mental, une personne vraiment hors norme qui m'a appris énormément de choses. Je lui ai fait une petite passe décisive en profondeur pour ce podcast. Génial. Je suis sûr qu'il la mettra au fond et qu'on pourra échanger tous les deux. J'en suis certain, en tout cas, de ce que j'ai pu voir un peu sur les réseaux. Ça serait vraiment génial ouais, de l'avoir sur le podcast. Julien, merci beaucoup pour ce podcast, pour toute la valeur que tu nous as donnée. Tu as un mot de la fin? Écoute, le mot de la fin, bah déjà merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast pour avoir échangé sur tous ces sujets-là. Ouais, le mot de la fin, bon, je dirais surtout pour les jeunes joueurs, parce que voilà, pour moi, c'est une partie super importante pour eux, c'est que travailler,
Voilà, mettez les choses en place nécessaires pour atteindre vos objectifs. Si vous avez des objectifs vraiment élevés, mettez les choses en place. Mais encore une fois, je le redis, prenez du plaisir. Parce qu'au final, ça reste que du sport malgré tout. Dans la vie, il y a tellement de choses aussi à découvrir. Mais voilà, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Mettez les choses en place. Si vous avez un plan, suivez-le à la lettre. Et vous irez là où vous devez aller avec certitude. Yes, génial. Je te rappelle, si tu as kiffé ce podcast, de nous envoyer de la force et de remercier Julien pour toute la valeur qu'il nous a partagée. On lit tous les commentaires, donc pensez bien à vous abonner, que vous soyez sur YouTube ou n'importe quelle autre plateforme de podcast. Faites pas les pinces, ne gardez pas toute la valeur pour vous et partagez ça avec votre entourage sportif, que ce soit vos coéquipiers, votre famille, vos collègues. Je suis sûr que ça leur permettra, comme vous, d'exposer leur performance. Force.